Voilà, bonjour à toutes et bonjour à tous. Je vais commencer, comme Mathieu l'a dit, par la première partie qui porte sur les droits de propriété intellectuelle. Alors, les droits de propriété intellectuelle, ce n'est pas forcément la première chose à laquelle vous pensez quand vous voulez créer ou développer un webshop, mais vous allez le comprendre dans les minutes qui suivent. Eh bien, c'est un élément essentiel. Ce sont des choses auxquelles il faut faire extrêmement attention parce que cela peut avoir des conséquences importantes. Alors, vu que je n'ai que 15 minutes, eh bien, je vais essayer de vous donner les grands principes en espérant que ça puisse éveiller chez vous quelques clignotants pour éviter que vous fassiez des choses qui, comme je l'ai dit, pourraient avoir des conséquences importantes. Alors, tout d'abord, un bref rappel pour ceux qui ne sont pas très familiers avec les droits de propriété intellectuelle. Eh bien, je vous en ai noté quatre qui me semblent les plus importants en matière de webshop que vous pouvez voir sur cette slide. Alors, tout d'abord, le droit d'auteur. Eh bien, le droit d'auteur va protéger les œuvres littéraires et artistiques. Donc, ce sera notamment les textes, les photographies, les images, les logos, les musiques, les vidéos, etc. Pour autant que cela respecte deux conditions. Premièrement, la condition de mise en forme. Donc, on ne peut pas protéger des idées. Il faut automatiquement que celles-ci aient été concrétisées, qu'elles aient été mises en forme. La deuxième condition, c'est la condition d'originalité. Donc, il faut que l'auteur puisse prouver qu'il a effectué des choix libres et créatifs sur ses textes, images, photographies et autres. Alors, dans le même ordre d'idées, on a la protection des programmes d'ordinateur, donc qui vont être protégés s'ils respectent les deux mêmes conditions. Et là seront donc protégés les logiciels, les matériaux préparatoires, etc. Troisième droit de propriété intellectuelle qui peut être important lorsque vous créez un webshop, c'est le droit des marques. Donc, le droit des marques porte sur tout signe distinctif qui va distinguer des biens et des services d'une entreprise par rapport aux biens et aux services d'une autre entreprise. Par exemple, vous pouvez le voir sur cette slide, eh bien, on a notre marque Altus qui se trouve au-dessus et en réalité, elle nous permet de distinguer nos services de ceux des autres cabinets d'avocats. Et dernièrement, on a le droit des dessins et modèles qui, lui, va protéger l'apparence de tout ou d'une partie d'un produit. Donc là, ce sera plutôt tout ce qui est œuvre utilitaire ou fonctionnelle. Donc, par exemple, on va pouvoir protéger le design d'un téléphone, d'un ordinateur, d'une chaise, d'un vêtement, etc. Alors ça, c'était pour la théorie. Maintenant, vous pouvez voir via cet exemple pratique qui n'est pas un webshop, mais qui est notre site internet, que un site internet, eh bien, c'est une mosaïque d'éléments qui sont protégés par des droits de propriété intellectuelle. Vous avez ici une photographie qui va pouvoir être protégée par le droit d'auteur, condition évidemment qu'elle soit originale. Ça, je vous laisse le soin d'en décider. Vous avez également notre logo qui se trouve juste en dessous et qui peut lui être protégé par le droit des marques. Ensuite, on a les dessins qui se trouvent dans les onglets blog et event qui vont être protégés par le droit des dessins et modèles et par le droit d'auteur. En ce qui concerne la page de notre blog que vous pouvez trouver sur la droite de la slide, eh bien là, à nouveau, on a les images qui peuvent être protégées par le droit d'auteur, également les textes qui peuvent également être protégés par le droit d'auteur à condition toujours de remplir cette condition d'originalité. Alors, l'infrastructure également du site internet de votre webshop va pouvoir être protégée par le droit d'auteur, donc c'est ce qu'on appelle l'interface. De nouveau, à condition que ce soit original. Et les programmes d'ordinateur vont pouvoir également protéger tout ce qui est code source, code objet des logiciels qui permettent de créer ce webshop. Alors, il y a deux choses vraiment importantes auxquelles il faut faire attention lorsque vous créez ce webshop ou même lorsque vous le développez. Il faut protéger vos droits de propriété intellectuelle, donc les éléments que vous créez. Et il faut ensuite respecter les droits de propriété intellectuelle des autres. Pour cela, la première chose à faire, eh bien, c'est d'identifier les droits de propriété intellectuelle pour lesquels vous êtes le titulaire, et également identifier si ce n'est pas quelqu'un d'autre qui est le titulaire de ces droits.
Alors, le principe général, c'est que le titulaire des droits de propriété intellectuelle est généralement une personne physique, à part pour le droit des marques. Donc, le droit de propriété intellectuelle va naître dans le chef de cette personne physique. Maintenant, on a toujours la liberté contractuelle qui va vous permettre, soit en tant que personne physique, de céder ses droits à une autre, même à une personne morale. Alors, il y a quelques exceptions à ce principe général. On a des présomptions de cession qui sont prévues en matière notamment de programmes d'ordinateur. Donc, lorsqu'on a un contrat de travail, on a l'employé qui va créer un programme d'ordinateur pour son employeur. Eh bien, on aura une présomption de cession dans le chef de l'employeur. Très important de le savoir. Également, en matière de dessins et modèles, on a une telle présomption pour les contrats de travail, pour les dessins et modèles qui sont créés dans le cadre d'un contrat de travail. Et pour les dessins et modèles, on a en plus cette présomption qui vaut dans le cadre de contrats de commande, en tout cas pour ce qui est des dessins et modèles Benelux. On a également quelques exceptions en matière de droit d'auteur. Donc, si on reprend le principe général, c'est toujours la personne physique qui va être le titulaire des droits d'auteur. Maintenant, on a un auteur présumé qui va être la personne qui apparaît, qui est mentionnée comme telle sur l'œuvre. Donc, si je prends un bête exemple, on a un élève en peinture qui crée une œuvre, une peinture, et on a son professeur qui décide de signer cette œuvre. Eh bien, l'auteur présumé de cette œuvre sera le professeur. Si l'élève n'est pas d'accord que ce soit son professeur, eh bien, le professeur devra prouver qu'il y a bien eu un contrat et donc que son élève a bien cédé les droits. Et là, très attention, parce qu'en droit d'auteur, il faut toujours prouver cette cession par écrit, donc via un contrat écrit. Et en plus du fait d'avoir un contrat écrit, il faut respecter 4 conditions obligatoires. Donc, il faut mentionner dans ce contrat écrit la durée de la cession, l'étendue territoriale, la rémunération et également les droits que vous allez céder au niveau des droits d'auteur. Donc, est-ce que c'est le droit de reproduction, le droit de distribution, le droit de communication au public? Donc, toutes ces mentions, enfin ces 4 mentions en tout cas, sont obligatoires. Si vous les oubliez et que vous ne les mentionnez pas dans ce contrat écrit, eh bien, on aura un souci parce que vous n'allez pas pouvoir prouver cette cession. Alors, à nouveau, dans le cadre des contrats de travail et des contrats de commande, ici, on a des règles plus flexibles. Je ne vais pas m'étendre là-dessus aujourd'hui, mais vous pouvez facilement les retrouver dans le Code de droit économique. Alors, notre conseil, évidemment, c'est lorsque vous avez identifié qui est le titulaire de ces droits de propriété intellectuelle, eh bien, c'est toujours de bien vérifier que vous avez un contrat écrit qui vous permet de prouver qu'il y a une cession ou une licence sur ces droits de propriété intellectuelle. Alors, par exemple, dans le cadre de votre webshop, vous allez sans doute faire appel, peut-être en tout cas faire appel à une personne extérieure pour créer ce webshop. Si par exemple vous faites appel à un de vos employés, eh bien vous allez devoir vérifier que ces droits ont bien été transférés, ont bien été cédés ou mis en licence dans le contrat de travail. Et si ce n'est pas le cas, eh bien il va falloir écrire et faire signer un avenant à ce contrat. Même chose si ce webshop est créé par un prestataire externe. Vous allez devoir faire attention au fait que les droits ont bien été cédés dans le cadre du contrat de commande. Et si ce n'est pas le cas, eh bien faire un avenant à ce contrat. Alors, une fois que vous avez identifié le titulaire de ces droits, eh bien vous allez soit en arriver à la conclusion que vous êtes le titulaire, soit en arriver à la conclusion que c'est quelqu'un d'autre qui est le titulaire de ces droits. Si vous en arrivez à la conclusion que c'est vous le titulaire, eh bien, vous allez devoir tout mettre en œuvre pour protéger ces droits de propriété intellectuelle. Alors, il faut savoir que les droits de propriété intellectuelle, eh bien, d'une part, il y en a certains qui doivent être enregistrés pour pouvoir bénéficier de cette protection et d'autres qui ne devront pas être enregistrés pour bénéficier de cette protection. Alors, ceux qui nécessitent un enregistrement, c'est le nom de domaine, le droit des marques et les dessins et modèles sur lesquels vous pourrez uniquement avoir une protection seulement si vous les enregistrez. Par exemple, par contre, le droit d'auteur ne doit pas être enregistré,
Mais par contre, là, on vous conseille de bien conserver une preuve de l'existence de ces droits. Donc, par exemple, de faire un dépôt physique ou électronique. Vous pouvez trouver ça sur Internet. Il y a généralement, par exemple, des sociétés de gestion collective qui vous permettent de le faire. Et vous pouvez également passer par un huissier qui peut faire un constat d'huissier et donc bien vous fournir une preuve officielle de l'existence de ces droits. Donc, ça va vous prouver, évidemment, vous pouvez prouver grâce à ça l'œuvre, donc comment est-ce que votre création se trouve, et également prouver la date de la création de cette œuvre et la titularité, évidemment, de celle-ci. Donc, c'est vraiment important de penser à ça pour éviter des problèmes par la suite. Et dans tous les cas, que vos droits de propriété intellectuelle doivent être enregistrés ou non, eh bien, nous vous conseillons d'informer les utilisateurs de votre webshop, premièrement, que le contenu est protégé. Donc, vous avez sans doute déjà vu le petit sigle C qui se retrouve sur des sites Internet. C'est pour prévenir les utilisateurs qu'il y a du contenu protégé par des droits d'auteur, ou encore le petit sigle R qui va prévenir les utilisateurs que là, c'est protégé par le droit des marques. Donc, c'est bien important d'insérer ça aussi sur votre webshop. Vous pouvez également faire appel à une autre technique qui s'appelle la technique du tatouage. Le tatouage peut être visible ou invisible sur votre œuvre, et dans tous les cas, il va soit prévenir les utilisateurs que votre œuvre est protégée par un droit de propriété intellectuelle, ou alors s'il n'est pas visible, eh bien, dans le cas d'une contrefaçon, vous allez pouvoir avoir la preuve que c'est bien votre œuvre qui a été utilisée. La deuxième chose dont il faut informer les utilisateurs de votre webshop, c'est de comment est-ce qu'ils peuvent utiliser les éléments qui sont protégés par des droits de propriété intellectuelle. Et généralement, on le fait dans le cadre d'un disclaimer. Si par contre vous vous rendez compte que les droits de propriété intellectuelle, que les éléments que vous souhaitez utiliser sur votre webshop sont protégés par des droits de propriété intellectuelle qui ne vous appartiennent pas, mais qui appartiennent à un tiers, eh bien le principe c'est que vous ne pouvez pas utiliser ces éléments protégés. Vous pourrez en fait les utiliser seulement dans certaines conditions. Ces conditions sont différentes suivant que les droits de propriété intellectuelle soient le droit d'auteur, le droit des marques ou encore le droit des dessins et modèles. Commençons tout d'abord par le droit d'auteur. Vous pourrez utiliser du contenu qui est protégé par le droit d'auteur si vous obtenez le consentement du titulaire. Pour rappel, toujours bien faire attention en matière de droit d'auteur à avoir un contrat écrit et à avoir dans ce contrat écrit les 4 mentions obligatoires dont j'ai parlé tout à l'heure. Si vous n'avez pas eu l'autorisation de ce titulaire, eh bien, vous pourrez peut-être entrer dans certaines exceptions. On a notamment l'exception de parodie, l'exception de citation. On a aussi l'exception qui apparaît dans le cadre de l'enseignement, où là, vous pouvez utiliser des éléments qui sont protégés par le droit d'auteur, même si vous n'avez pas eu l'autorisation du titulaire. Vous pourrez également les utiliser si vous avez des œuvres qui sont libres de droit. Donc, ces œuvres libres de droit, vous pouvez les retrouver notamment dans des banques de données. La plus connue, ce sont les Creative Commons, où là, vous allez pouvoir utiliser une image ou même utiliser une partie de texte sans pour autant avoir eu l'autorisation express du titulaire, puisque c'est en fait la banque de données qui va vous donner cette autorisation. En réalité, lorsque vous utilisez ces banques de données, il faut bien faire attention à lire les conditions d'utilisation et aux conséquences de ces utilisations, parce que notamment, il y a certaines banques de données qui disent que vous pouvez utiliser ces éléments protégés uniquement dans le cadre d'un site qui va être culturel ou d'un site qui va être non commercial. Donc, c'est vraiment très important de lire au préalable les conditions d'utilisation de ces œuvres libres de droit. Et enfin, vous pourrez utiliser des œuvres si elles sont tombées dans le domaine public. Donc, c'est si vous êtes 70 ans après la mort de l'auteur de l'œuvre. Là, il n'y aura aucun souci, vous pourrez également les utiliser. Encore une petite remarque en droit d'auteur, c'est vraiment important de toujours se rappeler que généralement, il faudra aussi mentionner le nom de l'auteur juste à côté de l'œuvre, parce que là, c'est son droit moral et il ne peut y renoncer que dans certaines conditions.
En ce qui concerne le droit des marques, c'est un peu toujours la même chose. Il faut soit demander l'autorisation du titulaire ou alors tomber dans une des exceptions. Par exemple, le fait d'identifier sur votre webshop ou de vous référer à des biens ou des services comme ceux du propriétaire, du titulaire de la marque, eh bien, ça ne va pas poser de problème. C'est une exception. Vous pourrez, dans ce cas-là, utiliser la marque, même si ce n'est pas vous qui en êtes le titulaire. Mais le principe de base, c'est vraiment toujours faire attention à ne pas créer une certaine confusion dans le chef des utilisateurs du webshop, donc qui ne pensent pas que vous êtes le titulaire de cette marque. En ce qui concerne les dessins et modèles, eh bien, c'est toujours la même chose. Il faut soit demander le consentement du titulaire, soit tomber dans une des exceptions. Par exemple, le fait pour vous d'indiquer l'origine du produit sur votre webshop ne va pas poser de problème en matière de dessin et modèles. Voilà, j'en ai fini pour la partie propriété intellectuelle. Donc, je vais recéder la parole à Mathieu. Merci Manon. Me revoilà. Alors moi, je vais vous parler du contenu de votre webshop, non pas évidemment ce que vous vendez, mais bien les informations obligatoires et les documents obligatoires que vous devez prévoir. Alors, dans un webshop, vous pouvez essayer de vendre des produits, vous pouvez essayer de vendre des services, vous pouvez vendre les deux. Vous pouvez les vendre à des consommateurs ou à des professionnels ou aux deux parties. Tout cela va avoir des conséquences sur les obligations que vous aurez à respecter. Il faut savoir qu'en droit belge, la plupart des règles qui s'appliquent à votre webshop, elles découlent de textes européens, comme les directives en matière de protection des consommateurs, le RGPD en matière de vie privée ou le règlement géoblocking. Ce qui a pour conséquence que si votre webshop est conforme au droit belge, il y a de fortes chances pour qu'il puisse être en grande partie réutilisé dans d'autres pays, étant entendu, bien entendu, qu'il faut toujours s'assurer qu'il n'y a pas des dispositions locales qui pourraient temporairement déroger à ce qui existe en Belgique. Par rapport également à votre secteur d'activité. Il y a peut-être des règles qui s'appliquent. La première chose importante à noter, c'est qu'il existe des obligations d'information. Alors, je parle d'obligations au pluriel parce qu'elles découlent de différents textes légaux. La première d'entre elles découle des règles en matière qui s'appliquent à vous en tant que fournisseur d'un service de la société de l'information. Alors, derrière ce nom barbare, on vise en fait les services qui sont normalement prestés contre une rémunération à distance par voie électronique à la demande d'un client. Ces règles s'appliquent tant dans les relations B2C que B2B, donc entre entreprises, en sachant que dans les relations B2B, il est possible de déroger à certaines dispositions de cette loi. Je le mentionne dans les slides en mettant entre parenthèses la mention B2B barrée. Donc là, vous pouvez savoir qu'il est possible de faire des dérogations à ces règles. Si vous ne le faites pas, elles s'appliqueront de la même manière qu'elles s'appliquent en B2C, vis-à-vis des consommateurs. Les premières informations qu'il faut absolument fournir, ce sont les informations générales à propos de la société, à propos de vous finalement. Elles doivent être fournies de manière permanente, directe et facilement accessible. Généralement, on utilise une bannière ou une section, un onglet mention légale ou à propos de nous. Ça peut également figurer en bas du webshop, comme vous pouvez le voir sur de nombreux sites internet, où toutes les informations sont reprises à la fin. Ce qu'il faut absolument noter, c'est que ces informations doivent être accessibles à partir de toutes les pages du webshop. Donc, si un client clique sur un produit, il doit toujours avoir accès à ces informations via l'onglet ou via la bannière en bas de votre site internet. C'est très important. Cette loi prévoit également que s'il y a des prix qui sont mentionnés, il faut bien indiquer s'ils incluent les taxes et les coûts de livraison. Et enfin, il y a des informations à propos du processus de commande auquel il est possible de déroger en B2B. Ça concerne les langues qui sont offertes pour la conclusion du contrat, les différentes étapes techniques à suivre pour conclure le contrat, les moyens techniques pour identifier et corriger les erreurs de saisie avant que le client passe la commande, et la question de savoir si le contrat sera archivé ou accessible par le client. Cette dernière information peut être reprise dans les conditions générales. Les autres, généralement, sont reprises sur le site directement, comme par exemple l'exemple ci-dessous, où on voit bien les différentes étapes à suivre pour conclure le contrat. Il y a également des obligations qui s'appliquent aux entreprises en tant que vendeurs à distance.
donc dans le cadre de la protection des consommateurs, donc uniquement en B2C, il faut fournir un certain nombre d'informations à vos clients, consommateurs, à propos de la société, à propos des produits ou des services, à propos du prix, à propos des droits dont le consommateur dispose, par exemple le droit de rétractation ou les garanties légales qui s'appliquent. Ces informations doivent être données aux consommateurs avant qu'ils soient liés par le contrat, donc le plus tôt possible, d'une manière claire et compréhensible. En fonction des informations concernées, ça peut être directement fourni dans le webshop, par exemple les caractéristiques du produit ou les prix. Ça peut également être fourni dans les conditions générales, comme le droit de rétractation et les modalités d'exercice de ce droit. S'il y a des restrictions de livraison qui s'appliquent ou si vous acceptez seulement certains moyens de paiement, il faut fournir l'information au consommateur au plus tard au début du processus de commande. Pour les restrictions de livraison, généralement, il y a un onglet qui concerne ces questions-là si c'est nécessaire. Pour les moyens de paiement, vous voyez souvent figurer les logos ci-dessous, soit en dessous du panier, soit en bas du site Internet dans l'onglet qui est permanent, avec les informations à propos de l'entreprise. Je touche un mot à propos du droit de rétractation qui s'applique en matière de vente à des consommateurs. Donc, vous connaissez ce droit, c'est celui qui permet à un consommateur de renvoyer un produit dans un délai de 14 jours et d'obtenir le remboursement des paiements. Il ne doit pas motiver ou payer des frais supplémentaires pour exercer ce droit. Et j'en parle parce qu'il y a des informations qui doivent être absolument communiquées aux consommateurs avant qu'ils soient liés par le contrat, comme les conditions, les délais et les procédures pour exercer le droit de rétractation, ainsi que le formulaire modèle de rétractation. Les coûts pour renvoyer les biens dans le cas de l'exercice du droit, ou enfin, si le consommateur n'a pas de droit ou les circonstances dans lesquelles il va perdre ce droit de rétractation doivent être aussi communiquées. Cela a des conséquences si vous ne le faites pas, parce que le consommateur pourra alors exercer son droit de rétractation dans les 12 mois de la livraison du produit. De même, si vous n'informez pas le consommateur qu'il doit prendre à sa charge les frais de renvoi des biens, ces coûts seront en principe pour le vendeur. Et enfin, le consommateur ne sera pas tenu d'indemniser la dépréciation des produits qu'il renvoie, par exemple, 6 mois après, parce qu'il a pu exercer son droit de rétractation dans les 12 mois de l'achat. Donc, c'est très important de communiquer ces informations au bon moment et de manière claire. Notez enfin qu'il y a 14 exceptions dans lesquelles ce droit de rétractation ne s'applique pas. Je ne peux pas rentrer plus dans les détails aujourd'hui. Deuxième partie concerne les documents que vous devez prévoir. J'ai déjà parlé des conditions générales. Celles-ci sont pas obligatoires, mais elles sont indispensables dans la pratique et on conseille très fortement de prévoir des conditions générales, que vous vous adressiez à des consommateurs ou à des clients professionnels, en veillant évidemment à ne pas prévoir de clauses abusives ou de clauses interdites dans ces contrats. En matière de vente à des consommateurs, il y en a énormément et il faut bien faire attention. Et à partir du 1er décembre 2020, il existe également une liste de clauses abusives qui entrera en vigueur et qui seront interdites dans les contrats en B2B. Et ça fera d'ailleurs notamment l'objet de notre prochain webinaire le mois prochain, si ça vous intéresse. Une fois que vous avez bien rédigé vos comptables à votre client, c'est-à-dire que vous puissiez les invoquer à son encontre et les faire respecter. Cela implique, grosso modo, 2 conditions. Le fait que le client ait pu prendre connaissance des conditions générales avant d'être tenu par le contrat et de les avoir acceptées. La meilleure manière, c'est dans le cadre du processus de commande, prévoir une case à cocher par laquelle il reconnaît avoir lui accepté les conditions, avec un lien, un URL vers les conditions. Et s'il ne coche pas ces cases, ça ne lui permettra pas de poursuivre le processus de commande. Vous voyez aussi sur certains sites l'obligation de faire défiler le texte pour poursuivre la commande. C'est aussi une très bonne manière de vous assurer l'opposabilité de vos conditions. En tout état de cause, les conditions doivent être rendues accessibles d'une manière qui autorise le client à les enregistrer, à les reproduire. Donc, ça doit lui permettre de les télécharger ou de les imprimer pour qu'il puisse garder une trace des conditions qui s'appliquent à son contrat. Et enfin, je touche un petit mot sur les conditions d'utilisation. On conseille d'en prévoir aussi sur votre webshop, ne fût-ce que pour régler les questions liées à la création du compte d'utilisateur, les questions relatives au contenu du site, par exemple les droits de propriété intellectuelle dont Manon vous a parlé, ou pour parler de les responsabilités qui s'appliquent dans le cadre de l'utilisation du webshop. C'est donc assez important de prévoir cela.
Autre document indispensable, tant en B2C qu'en B2B, c'est le Privacy Policy et une Cookie Policy. Je pense que vous savez tous plus ou moins de quoi je parle. Je ne vais pas rentrer dans les détails du RGPD aujourd'hui, mais il est certain que dans le cadre de l'exécution d'un webshop, vous allez collecter des données, que ce soit pour la création d'un compte ou pour dans le cadre du processus de commande. Et donc, il faut bien respecter les obligations sous le RGPD. Et ça implique donc de rédiger une privacy policy et une cookie policy sur base de la directive des services électroniques. Une police qui peut être reprise de votre site existant, étant entendu qu'il faudra l'adapter aux circonstances particulières du webshop, notamment au traitement que le webshop implique en matière de données à caractère personnel. En ce qui concerne la cookie policy, je voudrais juste attirer votre attention sur le fait qu'il faut faire attention à ce qu'on appelle le nudging, c'est-à-dire pousser le client à accepter que vous collectez et que vous utilisez des cookies sans correctement l'informer et sans demander un consentement libre et éclairé sur cette utilisation. On voit la première bannière cookies n'est pas conforme parce qu'on pousse le consommateur à accepter, mais on ne sait pas quels cookies il accepte et il n'a aucune information à cet égard. Et on l'oriente vers ce choix en mettant un gros bouton vert. La cookie banner de dessous est beaucoup plus correcte car on voit qu'il n'a pas été précoché les cookies qui ne sont pas strictement nécessaires et on ne influence pas le consommateur ou le client à accepter les cookies sans qu'il n'ait plus d'informations et sans qu'il donne un consentement libre et éclairé. Enfin, les obligations techniques qui s'appliquent dans le cadre d'un webshop, il y en a deux types. Il y a les obligations qui précèdent le placement d'une commande. Donc, il faut fournir aux clients les moyens techniques pour identifier les erreurs de saisie et pour pouvoir les corriger. Alors, comme dans l'exemple que je vous avais montré précédemment avec les différentes étapes, ça peut être en permettant aux consommateurs ou aux clients de revenir en arrière pour corriger les éventuelles erreurs. Ça peut aussi se faire via une page récapitulative de la commande préalable à la passation de commande par laquelle le consommateur ou le client pourra corriger les éventuelles erreurs qu'il aurait commises et vérifier que tout est bien en ordre avant de finaliser la commande. Il y a également l'obligation de fournir encore des informations juste avant qu'il place la commande. Je parle notamment du prix total ainsi que des caractéristiques du produit qui doivent encore être rappelées au consommateur avant qu'il finalise sa commande. Il est interdit de présélectionner des options additionnelles sans le consentement du consommateur. Donc, ça peut être des assurances, des garanties ou une livraison, un mode de livraison express que vous précocheriez et que le consommateur aurait à décocher pour ne pas prendre. C'est interdit. C'est donc le consommateur qui doit cocher lui-même la case de manière active. Et enfin, en termes de passation de la commande, il faut que le dernier bouton sur lequel le consommateur va appuyer soit clair sur le fait que cela implique qu'il va devoir payer. Donc, on considère généralement que des boutons tels que paiement de la commande, payer maintenant, acheter maintenant ou je paye sont OK. Par contre, des libellés plus obscurs comme confirmer, valider, sauvegarder ou commander maintenant n'attirent pas suffisamment l'attention sur le fait que le consommateur va devoir payer et donc ce ne sont pas des boutons acceptables. Attention, si vous ne respectez pas cette règle, le consommateur ne sera pas lié par le contrat. Donc, c'est vraiment une obligation très importante à respecter et ça demande très peu d'adaptation technique pour s'y conformer. Donc, je vous conseille de le faire. Concernant la commande qui a été passée, il faut évidemment accuser réception de la commande sans délai et par voie électronique. Et ce accusé de réception doit contenir un résumé de la commande. En matière de vente à des consommateurs, il est aussi prévu que le contrat conclu doit être confirmé sur un support durable, moyennant un délai raisonnable après la conclusion du contrat. Ça peut être fait par email. Par contre, le simple fait de renvoyer le consommateur vers une page Internet sur laquelle les informations seraient reprises n'est pas correct puisque ça n'a pas été considéré comme un support durable par la jurisprudence. Évidemment, il y a énormément d'informations qui découlent de textes différents. Et vous l'aurez compris, un seul document pourrait suffire pour autant qu'il respecte les règles établies que je vous présente, les règles établies dans la loi que je vous présente. Et j'attire aussi votre attention sur le fait que dans la confirmation du contrat en matière de vente à des consommateurs,
un certain nombre d'informations doivent encore être mentionnées, des informations déjà mentionnées auparavant, mais qui doivent encore être mentionnées s'ils n'ont pas été mentionnés sur un support durable avant la commande. Enfin, j'aimerais, même si je n'ai pas pu aborder en détail tous les sujets, j'aimerais attirer encore votre attention sur quelques points importants. Le plus important pour moi est de définir votre webshop, de savoir si vous allez vous adresser à des consommateurs ou à des professionnels ou aux deux. Est-ce que vous allez vendre des produits ou des services? Est-ce que vous allez vendre uniquement en Belgique ou à l'étranger? Car cela aura beaucoup d'influence sur les obligations que vous devrez respecter. Il faut évidemment vérifier que toutes les informations requises par la loi ont été fournies aux clients au bon moment. Je parle notamment du droit de rétractation, vu les conséquences que cela peut avoir si les informations ne sont pas bien communiquées. Il faut prévoir, si vous lancez un webshop, évidemment, des procédures internes pour soutenir cette activité, pour gérer, par exemple, les retours sur base du droit de rétractation et les remboursements. Les paiements doivent être aussi pris en charge par le webshop. Les confirmations de commandes, tout cela doit évidemment nécessiter des procédures internes dans votre entreprise. Si votre entreprise fait partie d'un réseau de distribution, j'attire aussi votre attention sur le fait qu'il est possible que des standards soient requis sur base de ce contrat de distribution ou un cahier des charges soit requis pour la manière dans laquelle vous allez présenter les produits ou votre activité. Donc, important de veiller aussi à cela. Et enfin, mon dernier conseil sera évidemment avoir votre webshop ou vos conditions générales, vos cookies et privacy policy revus par un professionnel du droit afin de vous assurer que tout est en ordre, car si vous vous basez sur ce qui existe sur d'autres webshops, il est possible que vous repreniez du contenu qui n'est pas correct en droit belge. Je vous remercie. Je passe maintenant la parole à Charlotte Kazmarch. Goedemiddag iedereen. Als derde onderdeel ga ik jullie toelichten op welke wijze klachten en geschillen naar aanleiding van een online verkoop kunnen verlopen en eigenlijk in het bijzonder welke informatie u als webshop-uitbater moet opnemen over de behandeling van die klachten en geschillen. Een eerste punt dat belangrijk is en waar toch bij stil moet worden gestaan, is eigenlijk de vraag naar de aard van uw webshop. En de vraag naar welke klanten u wil bereiken met die webshop en waarop uw webshop gericht is. Is dat enkel B2B? Zijn dat enkel professionele klanten? Of zijn dat ook de zogenaamde consumenten? Dus is dat ook in een B2C-context? Dat onderscheid is heel belangrijk. Want als u zich enkel richt op B2B, enkel op professionele klanten, dan heeft u eigenlijk een grote vrijheid. Dan heeft u een grote vrijheid in het behandelen van klachten en van geschillen. U kan bijvoorbeeld, als het gaat over geschillenbeslechting, dan is het mogelijk om in uw algemene voorwaarden bijvoorbeeld een exclusief forumbeding op te nemen ten voordele van uw lokale rechtbank. Diezelfde vrijheid heeft u niet als uw webshop ook gericht is ten aanzien van consumenten. Dus als u ook werkt in een B2C-context. Als u werkt in een B2C-context, dan zijn er een heel aantal verplichtingen. Dan zijn er een aantal verplichtingen over specifiek het behandelen van klachten, over de behandeling van geschillen en in het bijzonder ook de informatieverplichtingen daarover. En het is naar die informatieverplichtingen dat ik vandaag eventjes wil kijken met jullie. Er is allereerst een verplichting om, als u een webshop heeft die op B2C werkt, om een interne klachtenprocedure op te zetten. En u bent ook verplicht om consumenten te informeren over die interne klachtenprocedure.
Dat moet dan in de algemene voorwaarden. En wat moet er staan in die algemene voorwaarden? U moet duidelijk maken hoe die klachtenprocedure gebruikt kan worden. Dat kan bijvoorbeeld via contactname, via een e-mailadres. Dat moet dan duidelijk worden opgegeven op uw website, op uw webshop en in uw algemene voorwaarden wat dat adres is. Wat dient u nog mee te delen? U dient ook mee te delen binnen welke tijdspanne die consument een antwoord kan verwachten. En het is daarbij belangrijk dat u ook eerlijk en realistisch bent. Als u weet dat het moeilijk wordt om een antwoord te voorzien binnen pakweg 1 dag, dan kan u aan de consument niet beloven dat dat binnen die tijdspanne gebeurt. Wat u ook moet doen, is de klant, de consument, zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 48 uur na ontvangst van de klacht, moet u de consument informeren over de ontvangst van die klacht en over het feit dat die ook behandeld wordt. Naast het systeem over de interne klachtenprocedure zijn er ook verplichtingen en informatieverplichtingen over de mogelijke geschillen tussen uzelf als ondernemer en de consument. Er zijn namelijk een aantal verplichtingen in zaken het zogenaamde ADR. De Alternative Dispute Resolution, of in het Nederlands de alternatieve geschillenbeslechting. En dat zijn verplichtingen die, zoals zoveel verplichtingen in het kader van webshops, dat zijn verplichtingen die gestart zijn op Europees niveau. Op Europees niveau is er een richtlijn ADR, dus een richtlijn over de alternatieve geschillenbeslechting. Die richtlijn is naar Belgisch recht omgezet en die is omgezet in boek 16 van het Wetboek Economisch Recht. En wat zegt die regelgeving? Die regelgeving die zegt dat er gepaste alternatieve geschillenbeslechtingssystemen moeten zijn voor geschillen tussen consumenten en ondernemers. Wat zegt die regelgeving nog meer? En daar gaat het dan weer over een informatieverplichting. Ondernemers en dus uitbaters van webshops zijn verplicht om consumenten te informeren over de beschikbare alternatieve geschillenbeslechtingssystemen in hun lidstaat. En de regelgeving en de recente rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie is daar duidelijk over. Er moet een link worden toegevoegd naar die systemen. Dus u moet als webshop-uitbater moet u deze informatie en deze specifieke links naar die platformen moet u opnemen op uw website. En als u gebruik maakt van algemene voorwaarden, wat meestal wel het geval is en wat inderdaad ook aangewezen is, dan moet die informatie en dan moeten die links opgenomen zijn in uw algemene voorwaarden. En net zoals de andere verplichtingen en andere vermeldingen die de consument moet kennen, moet dat ook duidelijk zijn voor de consument voorafgaandelijk aan het sluiten van die overeenkomst op uw webshop. Ik heb u inderdaad toegelicht dat dat systeem van ADR, van Alternative Dispute Resolution, dat iets is dat is gestart op Europees niveau, op het niveau van de Europese Unie. De ADR-richtlijn
moet worden omgezet in nationale wetgeving en elke Europese lidstaat kon of kan kiezen hoe zij dat specifieke systeem van alternatieve geschillenbeslechting, hoe zij dat opzet. In België is er ervoor gekozen om die alternatieve geschillenbeslechting te laten verlopen via de Belgische Consumentenombudsdienst. En u vindt ook de link naar de website van de Consumentenombudsdienst op de slide. Wat is nu die Belgische Consumentenombudsdienst? Dat is een algemene ombudsdienst die eigenlijk alle klachten van consumenten in ontvangst neemt. Wat doet hij daar dan mee? Zij kan die doorsturen naar een andere specifieke bevoegde dienst. Er zijn verschillende ombudsdiensten in België actief. Of zij kan die klacht zelf behandelen als er bijvoorbeeld geen specifieke ombudsdienst bevoegd is voor die klacht. Belangrijk is, dat kadert inderdaad weer in die B2C-omgeving, die Consumentenombudsdienst die behandelt enkel consumentengeschillen. Dus dat zijn enkel, maar ook alle geschillen tussen enerzijds een consument en anderzijds een onderneming met betrekking tot een uitvoering van een verkoop of een dienstovereenkomst of ook het gebruik van een specifiek product. Wat is nu de bevoegdheid van die Consumentenombudsdienst? Wat is nu de territoriale bevoegdheid daarvan? Die ombudsdienst die is bevoegd voor klachten tegen ondernemingen die in België gevestigd zijn of die in België een filiaal, een agentschap of een andere vorm van vestiging heeft in België. Die Consumentenombudsdienst is zoals gezegd een ADR-entiteit. Die gaat dus zoeken naar een middelijke regeling tussen het bedrijf, tussen de business en de consument. Lukt dat niet, kan die Consumentenombudsdienst geen regeling vinden tussen de onderneming en de consument, dan gaat die Consumentenombudsdienst wel een advies formuleren. Maar dat is een niet bindend advies. Niet bindend ten aanzien van de consument, niet bindend ten aanzien van de business. Dat is eigenlijk de intern rechtelijke Belgische ADR-optie. Maar op Europees niveau is er eigenlijk nog een entiteit. En als het gaat over een grensoverschrijdend geschil, dan heeft u ook de mogelijkheid om te gaan via het ODR-platform. Wat is dat ODR-platform? Dat is een Online Dispute Resolution platform. Dat is dus eigenlijk een extra alternatieve geschillenbeslechtingsmogelijkheid voor grensoverschrijdende B2C-geschillen. En dat platform dat is ontwikkeld op Europees niveau vanuit de Europese Commissie. En dat is eigenlijk één online toegangspunt voor consumenten die een probleem hebben met een ondernemer gevestigd in een van de lidstaten van de Europese Unie. Een consument kan via dat platform eigenlijk een online klacht indienen en kan dat ook doen in een van de 23 talen van de Europese Unie. Die klacht die gaat dan worden doorgestuurd naar de ondernemer, die daar een notificatie van krijgt. En op dat moment kunnen de business, kan de ondernemer en de consument kan dan een akkoord bereiken over een specifieke ADR-entiteit
die die klacht zal behandelen. Die ADR-entiteit moet die klacht ook behandelen binnen 90 dagen. Tenzij het om een zeer complex geschil gaat, dan geldt die regeling van 90 dagen niet. De moeilijkheid bij dat systeem is natuurlijk dat er steeds overeenstemming moet bestaan. Daar botst dat ADR-systeem natuurlijk ook op zijn grenzen. Als er geen overeenkomst gevonden wordt tussen de ondernemer en de consument over de bevoegde entiteit, of als er nadien geen overeenstemming wordt bereikt tussen de business en de consument over de beslechting van een geschil, dan stopt het daar ook en dan zal de consument of de ondernemer, het hangt ervan af wie iets gedaan wil krijgen, zal die geen andere keuze hebben dan over te gaan tot het starten van een gerechtelijke procedure. Het risico daarbij natuurlijk is dat men dan geconfronteerd wordt met ofwel een dagvaarding die wordt ingeleid bij een van de Europese rechtbanken, of dat men bijvoorbeeld geconfronteerd wordt met een van de meer Europese rechtelijke instrumenten, bijvoorbeeld een procedure geringe vorderingen of een Europees betalingsbevel. Tot daar het onderdeel over de klachten en geschillen en tot daar ook onze uiteenzetting over de webshops en de verschillende verplichtingen. Ik nodig jullie ook graag uit voor onze tweede Retail Law serie. Die vindt plaats op 26 november en die zal het hebben over de nieuwe wetgeving, de nieuwe B2B-wet over het misbruik van economische afhankelijkheid, de onrechtmatige bedingen en de oneerlijke marktpraktijken. Ik kijk even of er specifieke vragen zijn. Ik kan al een antwoord geven op de vraag van Stefanie. Dat gaat inderdaad, de informatieverplichtingen van ADR gelden inderdaad ook voor eigenaars van webshops waar derde partijen iets verkopen. Dat is een informatieverplichting die geldt voor alle webshops. Is dat het? Ik kijk nog eventjes naar de vraag van Alexander. Die ADR-platformen, het is op zich niet verplicht als webshop-uitbater om daaraan deel te nemen. Je moet inderdaad informeren, maar dan is het aan de webshop, aan de ondernemer en de consument om daar ook nog een akkoord over te bereiken. Als u daar niet aan wilt deelnemen of als u geen akkoord bereikt, dan stopt het daar ook en dan zal inderdaad de gerechtelijke weg de enige weg zijn. Als er geen vragen meer zijn, dan denk ik dat we kunnen afronden. Ik kijk eventjes naar mijn andere presentators. Perfect, dan ronden wij af. Bedankt voor jullie aandacht en tot de volgende keer.